Bonjour, je suis Claude Berthemieux, psychothérapeute et victimologue. J'exerce depuis 38 ans. Et ceci est la deuxième partie de la conférence Faire face à une personne agressive ou menaçante, c'est-à-dire comment se comporter pour faire face. Dans la première partie, nous avons abordé les raisons inconscientes qui nous plongent dans cette relation persécuteur-victime et toutes les prises du diable, ce que j'appelle les prises du diable, à savoir tout ce qui va nous rendre quelque part co-responsables de la relation. Nos valeurs, quelquefois, c'est une prise parce que nos valeurs, c'est nos critères de choix. Par exemple, l'argent, le pouvoir, la sécurité, la liberté, la réussite, ça peut être des prises. J'ai vu des gens ne jamais quitter l'autre parce que ils avaient la sécurité financière ou le pouvoir ou la réussite sociale était associée, etc. Il y a de besoins. Alors le besoin, on le sait, c'est celui d'être aimé, hein, pour n'en prendre qu'un, parce que nous en avons des multiples. Et puis, nos attentes sur l'autre, j'en ai largement parlé. Et nos faiblesses aussi, quelquefois, ou nos défauts, c'est-à-dire, par exemple, l'envie de ce que l'autre a et que nous n'avons pas. C'est-à-dire ce petit quelque chose qui est en lui ou qui est en elle, que nous aimerions bien avoir, du style son charme, sa force, son aisance, sa beauté, ou parfois même son pouvoir, même si ce pouvoir est violent. Hein. Et surtout, une des choses que j'ai découvertes aussi, c'est qui sait si nous n'aimerions pas aussi parfois être quelqu'un capable de faire peur et d'en imposer aux autres. Parce que on a tellement peu confiance en soi et on se sent tellement faible qu'on aimerait être comme l'autre. Et c'est, je pense, ce qui nous fascine dans le miroir. Ou alors être simplement celui qui fait semblant de ne pas avoir besoin d'amour, je dis bien, qui fait semblant, quand nous-mêmes, nous avons trop besoin d'être aimés. Voilà. Alors, je répète que toutes ces choses-là, pour les découvrir et pour se poser les bonnes questions, représentent un travail de fond et que nous devons faire sur nous-mêmes. D'accord? Pour définitivement, ou en tout cas être sur le chemin de la confiance en nous. Et aussi, surtout, ce chemin pour apprendre à se faire respecter. Voilà. Et ce chemin, c'est pas sorcier, c'est difficile de le faire seul. Alors, deuxième partie, comment se comporter pour faire face? Parce que quelles que soient les raisons inconscientes qui nous ont amenés à être en face de cette personne agressive ou menaçante, nous devons pouvoir faire face à la situation et surtout apprendre à se protéger. Alors, d'abord, commencer par les réactions instinctives de protection face au danger. Je sais pas, on va les énumérer tout à l'heure. Et ensuite, trois croyances culturelles qui sont extrêmement désuètes et 3 croyances possibles qui pourraient nous servir. Alors, les réactions instinctives face au danger, comme disait M. Laborie, lui, il disait qu'il y en avait que 2. Globalement, c'était la contre-attaque ou la fuite. En fait, la fuite, moi je dis, il y a la fuite active, c'est-à-dire je prends mes jambes à mon cou et je pars. Passive, c'est-à-dire je m'évanouis. C'est une forme de fuite. Hein. Il y a l'esquive, ça c'est l'art du toréador, ou aussi dans les arts martiaux de l'aïkido, c'est-à-dire je prends la force de l'autre. Et puis bon, ça, il faut quand même être très fort, parce qu'il faut savoir se pousser au bon moment. En tout cas, dans la joute verbale, il faut, c'est pas évident. Il y a l'autruche, c'est-à-dire faire l'autruche. Alors, l'autruche, c'est faire comme si je ne voyais pas le danger ou penser que ignorer le danger va me sauver. Ça, c'est. Vous avez aussi la panique. La soumission, je l'avais mis avant, mais en fait, la panique. Alors, la panique, c'est sous l'effet de la peur, et on va voir ça tout de suite. Le cerveau disjoncte et on peut réagir de manière totalement incontrôlée, c'est-à-dire une violence à l'aveugle, alternant entre une contre-attaque folle et la crise de nerfs. À partir de là, on partage notre peur et notre panique auprès de la personne, parce que les émotions, c'est contagieux, et qui peuvent réagir par la violence. Alors, on verra que cette réaction est risquée. Et la soumission, alors la soumission, quand on dit ça,
Et c'est simple, j'ai tapé un jour soumission sur Internet et je ne suis tombée que sur des sites sadomaso. Alors, je me suis dit, ça doit pas être ça, c'est pas ça que je cherche. Et en fait, pour moi, la soumission, c'est se rendre. Alors, se rendre sur render, comme disent les Anglais, font exactement comme font les animaux quand ils se couchent sur le dos et qu'ils vous montrent le ventre. D'un air de dire, ça va, t'es le plus fort, je me rends. C'est-à-dire, l'animal a au moins l'instinct de comprendre que par moment, c'est pas la peine de continuer à se battre. Sauf si l'enjeu est très puissant. Donc la soumission, en plus, moralement, c'est une réaction qui est littéralement détestée dans notre culture parce qu'on pense que se soumettre, c'est se rendre, et se rendre, c'est perdre. Voilà. Et comme on est dans un rapport de force où je gagne, tu perds, où je perds, tu gagnes, on n'est pas encore dans le choix de l'action consciente, c'est-à-dire ce que j'appelle gagnant-gagnant. Et perdant-perdant, en général, c'est tout le monde se suicide, mais dans je gagne, tu perds, ça, c'est bien joué à ça. Voilà, donc on a toutes ces... Alors, trois croyances qui sont totalement erronées au sujet de ces réactions instinctives. C'est que la contre-attaque est un signe de force, que la fuite ou l'esquive sont des signes de lâcheté ou de manque de courage, et que la soumission ou l'autruche sont des signes de faiblesse. Alors que n'importe lequel, on va le voir, de ces réactions peuvent être opportunes. Non, il y a des conditions, mais elles peuvent être... Tout dépend de la façon dont nous allons évaluer la dangerosité de la situation. Parce que si c'était le contraire, par exemple, la contre-attaque peut se révéler très dangereuse, on le sait. La fuite ou l'esquive, un signe d'intelligence. Quelquefois, c'est bien plus malin de s'en aller que de rester là. Et la soumission, ça peut être un choix conscient et habile. Et là, j'insiste, on peut choisir librement de se soumettre. Alors là, je parle bien, attention, non pas de dont je parlais tout à l'heure, vous allez me dire, elle dit des choses contradictoires. Non, je parle dans l'instant. On parle bien de faire face dans l'instant à une personne dangereuse ou agressive ou menaçante. D'accord? Si on sent que le danger est trop fort dans l'instant, il vaut mieux choisir librement de ne rien faire. C'est ce que j'appelle lâcher prise, parce que ça, c'est choisir librement. C'est aussi maîtriser le jeu, son jeu, J-E, que de lâcher prise et d'accepter de se soumettre. Je me souviens avoir aidé une personne en entreprise qui était une révoltée d'emblée et qui me disait, il est hors de question, dans les séminaires, de faire face aux agressions à main armée. Elle disait, je ne vais pas laisser faire, hein, je ne vais pas leur laisser prendre le fric, je ne vais pas ci, je ne vais pas ça. Et comme on faisait des simulations, je lui avais dit, là, tu es morte. Parce que quand on a quelqu'un qui a main armée en face de soi, eh ben, on ne fait pas le malin. Voilà. Bon, alors, pour ce fait, vraiment, il y a des... Voilà, comment faire? Comment faire pour apprendre à maîtriser une réaction instinctive de fuite, d'attaque, etc. et choisir de poser cet acte juste dont je parle? Ça va impliquer, la conscience de son émotion, de sa propre émotion, dans l'instant, et ensuite, la capacité à récupérer la réflexion. C'est-à-dire, j'évalue le danger potentiel et je vais pouvoir décider de l'action juste à poser. Évaluer et décider, je ne peux pas le faire si je n'ai pas récupéré ma capacité de réfléchir. Parce que les chocs, que ce soit des mots, des menaces ou des choses qu'on voit, le visage de l'autre qui vient vers nous, etc., provoquent des émotions et nous décentrent. Émotion, ça vient du latin ex movere, ce qui signifie bouger hors de son centre, mouvement. Je suis bougé, je suis ému, je suis mu hors de moi-même. Alors, je voudrais vous expliquer comment ça se passe sous l'effet d'une émotion. Donc, se maîtriser, je vous l'ai dit, hein, c'est reprendre le contrôle d'une réaction de défense instinctive pour avoir le choix de poser l'acte juste. Et pour ça, il faut comprendre ce que c'est que le mécanisme de la décentration émotionnelle. Donc, attention, j'espère que ça va bien le faire comme j'avais prévu. Moment M1, je suis moi, là, avec
au centre, vous voyez, au centre de ce cercle, au centre de mes pensées, de mes actions, de mes émotions. C'est-à-dire que je suis en cohérence, je suis congruente, on dit, alignée, tout va bien. Ça, c'est le moment 1 où tout va bien. Et puis, alors, surprise ou pas, ou en tout cas, l'autre, déjà, on l'a vu tout à l'heure, au niveau des pensées, vous voyez ma flèche là? Oui? Allô? Tati? Oui, moi je la vois en tout cas. T'es là, bon d'accord. Je la vois. Oui, les pensées, donc on l'a dit tout à l'heure, les pensées engendrent des émotions. Ce que je pense me met dans un certain état interne, on dit les émotions, sensations, etc. Et vont faire que je vais me comporter, action, comportement, dire ou faire d'une certaine manière. Enfin, tout ça, c'est un cycle qui s'engendre tout seul, d'accord? Là, tout d'un coup, arrive une agression ou la vision de la personne que je redoute de rencontrer, ou un mot de trop, etc., qui va automatiquement au moment M2 me plonger, me décentrer, me faire bouger hors de mon axe, hein, on le voit bien. Et là, dans ces espaces-là, j'ai plus tellement d'énergie, ou en tout cas de l'attitude, on va dire, pour penser comme d'habitude ou agir comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'au niveau des pensées, je vais avoir des pensées inutiles ou aggravantes si je ne me suis pas préparée. D'où l'importance de la préparation dont je veux parler tout à l'heure. Ou alors, on a ce qu'on appelle des gamberges. Et puis, au niveau des actions, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a les réactions instinctives de défense, toutes celles que j'ai énumérées tout à l'heure, la contre-attaque, la fuite, etc. OK? Là, on n'a pas de choix parce qu'on est comme un animal sous l'influence d'une réaction de protection instinctive. OK? Donc, pour vivre l'émotion, qu'est-ce qu'on fait? Quand je dis vivre l'émotion, prendre conscience de son émotion, c'est se recentrer dans son émotion. Donc, on a toujours le même cercle, il y a des petites barres qui se barrent là. On a toujours le même cercle. Et le moment M3, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'accepte de me recentrer dans cet espace initial de décentration. OK, j'étais là tout à l'heure, il y a eu la décentration. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça va très vite tout ça, mais si on s'entraîne, ça va très bien. Je prends conscience de mon état, de mon émotion dans le présent, de ce que je ressens. Et du coup, je respire dedans. Ce que j'appelle respirer dedans, c'est vraiment accepter de respirer dans l'émotion, dans le cœur, dans la poitrine et dans le ventre en plus. Ça va nous aider, mais on le voit, bon, on parlera de ça dans l'anticipation. Si je respire dedans, je dis bien une respiration consciente. Alors évidemment, il s'agit de le faire à la fois profondément et en même temps discrètement, parce que une respiration du style, genre, vous l'avez entendu là? Mhm. Alors ça fait le signal, c'est tu me gaves, ça recommence, encore ça, encore toi, etc. D'accord? Donc Mhm. faire attention de ne pas respirer bruyamment, mais en tout cas profondément et d'essayer de le faire discrètement. Là, si je respire dedans, du coup, je reviens dans une pensée plus claire. OK? Et je prends le temps en respirant tout ça. Et même, je conseille de respirer, même de se centrer. Bon, j'ai des tas de petits trucs sur se centrer dans ses jambes, etc. Je vous donnerai tout à l'heure une petite visualisation. Je prends conscience de mon état et du coup, je vais pouvoir décider. C'est-à-dire, c'est le moment M4 où là, je décide, j'ai le choix de ce que je vais faire. J'ai le choix de ce que je vais dire. Alors évidemment, tout ce que je vous passe au ralenti, euh, ça va très vite. Hein. Mhm. Mais pour moi, l'enjeu, c'est... attendez, j'ai fait une erreur. L'enjeu, c'est de récupérer au plus vite ma capacité de réfléchir. Vous savez, dans le mot réfléchir, c'est intéressant parce que l'inflexion naturelle, c'est une chose. La réflexion, c'est revenir sur l'inflexion naturelle. OK? Donc voilà. Pour mieux évaluer le danger, le pouvoir de décider.
Et c'est cette réflexion qui va me permettre d'évaluer s'il est opportun d'agir, etc. Bon, on pense très très vite. Hein. En fait, il s'agit de développer ce que j'appelle une hyperconscience de soi. L'hyperconscience de soi. Ce sont des techniques que l'on pratique aussi dans la préparation et dans l'anticipation, que j'appelle s'entraîner, se préparer. Ce sont des techniques extrêmement utiles. C'est aussi une chose que je n'ai pas dite sur moi, mais j'anime des stages de clown. Et dans les stages de clown, on développe en particulier cette notion d'hyperconscience. Outre que ça nous fait du bien parce qu'on rit, etc., on prend l'humour de soi, ça nous redonne confiance en soi, mais en plus, on travaille essentiellement sur cette notion d'hyperconscience de soi, de ce que les gens de théâtre appellent la distanciation. Voilà. C'est-à-dire la conscience de soi, de l'autre, de la situation, de l'ensemble du contexte. C'est tout en même temps. Et c'est possible. Hein. Donc c'est là que nous aurons le choix là, de savoir si j'ai les moyens de contre-attaquer, ce que je ne conseille pas, mais enfin, si nous avons la possibilité ou le temps de fuir, si nous pouvons esquiver, en laissant dire, par exemple, sans répondre, s'il est préférable de choisir de se soumettre, etc. Ou si nous pouvons négocier avec la personne. Voilà. Parce que, évidemment, la négociation, ça va être une alternative, l'alternative positive, mais quelquefois, c'est plus possible. Hein. Enfin, bon. Mais si c'est encore possible, ben, on peut tenter. Voilà. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne négocie pas avec un ouragan ou une bête sauvage, et que c'est la sagesse qui nous invite à lâcher prise en acceptant de se soumettre quelquefois et de ne rien dire. Alors, donc, toutes les réactions sont possibles. Mais si on évalue que c'est pas très grave. D'une manière générale, je déconseille quand même la contre-attaque, à moins d'être très doué en arts martiaux. Et la contre-attaque verbale n'a jamais marché, puisque ce sont les jugements de valeur, le ping-pong verbal, comme on dit. Ça ne sert à rien. Faire l'autruche, c'est pas très conseillé non plus, parce que d'une certaine manière, l'indifférence énerve, ou faire comme si on n'était pas touché, c'est pas vrai. Donc, ça énerve. Et la panique aveugle à la fois soi, c'est une panique aveugle, et en même temps, la panique aveugle l'autre. Et elle peut être, comme je le disais tout à l'heure, contagieuse. Alors, je conseille de privilégier l'esquive, la fuite, la soumission ou la négociation. Mais ça, je l'ai largement dit. Donc, l'idéal, je le répète, c'est la négociation seulement si on sent que c'est possible et que c'est encore possible dans là où on est la relation. Sinon, il vaut mieux lâcher prise. Alors, je répète aussi, j'insiste, parce que en même temps, je dis que la panique, il vaut mieux l'éviter à tout prix. En même temps, je me souviens de l'histoire d'une femme qui, au cours d'un hold-up, était tellement paniquée qu'elle est montée, elle était toute petite et l'agresseur était très grand, immense. Et en tout cas, elle, c'est l'impression qu'elle a eue. Et elle est montée sur son bureau et elle s'est mise à lui taper sur la tête. Alors, il avait une arme, hein. S'est mise à lui taper sur la tête en disant c'est pas bien, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et l'autre, il était tellement paniqué par ce qu'elle faisait et qui était contre toute attente, en tout cas surprenant. Il ne pouvait pas non plus tirer sur elle parce qu'il aurait pris le risque de se tirer dessus. Enfin bref, ça l'a sauvé parce que il s'est reculé comme un fou en disant à l'autre viens, on se casse. Puis on se casse, ils sont tous fous. Donc, quelquefois, la panique, ça sert. Tout dépend de l'état de l'agresseur, en fait. Voilà. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Écoute, je vais te le dire. Parce que je vais venir à l'entraînement. Il y a Juliana, pardon. Hyperconscience de soi est égale pleine conscience? Alors, justement, Geneviève Schmitt, hier, parlait de la méditation de la pleine conscience. Moi, je ne sais pas, il y a des tas de choses que j'ai découvertes comme ça sans savoir si c'était ça ou la méditation ou pas. Je ne connais pas la méditation de la pleine conscience, mais ce que je sais, c'est que je m'exerce beaucoup à ce que j'appelle allumer la caméra. Ça, c'est une expression que j'ai piquée à Jean-Jacques Crèvecoeur, qui était un ami de longue date. En tout cas, on s'est connus dans les années 90. Et
Jean-Jacques Crèvecoeur disait allumer sa caméra. C'est-à-dire prendre conscience de soi, et j'en parle là dans la suite, dans l'entraînement. Donc, si vous voulez, on peut... oui, mais je peux répondre tout de suite à ça. Hein. Prendre conscience de soi dans l'instant, c'est prendre conscience de tout ce qui nous traverse, à savoir les pensées, les émotions, le ressenti. Et on peut le faire plusieurs fois par jour. Je suis en train de, par exemple, de faire mon... Geneviève parlait de la vaisselle. Bon, moi, j'avais pensé faire mon linge, ma cuisine, mon boulot ou prendre ma douche. Et qu'est-ce que je ressens là tout de suite dans l'instant? Qu'est-ce que je ressens intérieurement, émotionnellement? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps au niveau des sensations? Goûter chaque instant, même quand c'est une sensation négative, c'est intéressant d'aller au cœur de cette expérience de négativité. Je me souviens avoir fait l'expérience avec une colère. J'étais très en colère contre un animateur. J'étais dans un stage quand j'étais plus jeune. J'étais très en colère. Il disait des trucs qui me révoltaient. Et je me suis laissée complètement habiter par la sensation de la colère. Et tellement jusqu'au bout que de l'autre côté, j'ai trouvé la force. Et ça m'a permis d'écrire un texte que je mettrai un jour, je pense, sur mon... je vais pas tarder à le mettre d'ailleurs sur mon site. Un texte qui s'appelle l'alchimie, l'or émotionnel. C'est l'alchimie émotionnelle. C'est-à-dire quand je vais au bout de ma sensation, qu'elle soit agréable ou désagréable, évidemment, agréable, c'est mieux. C'est plus agréable, comme on dit, mais même désagréable, sensation de peur ou sensation de colère, ça nous permet quelquefois d'aller au bout et de l'autre côté de trouver la face cachée de la lune, à savoir de trouver la face cachée de la colère qui est la force, la face cachée de la tristesse qui est l'ouverture du cœur, et la face cachée de la peur qui est quelquefois la vigilance. Voilà. Et la face cachée de la joie, eh ben, c'est la joie. Ça, c'est super. C'est quelquefois même la lumière. Voilà. Donc, ouais, c'est ça que j'appelle, moi, ma méditation de la pleine conscience. Je ne sais pas si c'est ça. Mais je vais m'y intéresser puisqu'il y en a d'autres qui en parlent. Voilà. C'est bon? Oui, oui, tu peux continuer. Bon. Donc, pour être capable de se maîtriser au moment voulu, il faut anticiper. C'est-à-dire, non pas anticiper dans le mauvais sens du terme, on parlait tout à l'heure des a priori, ça c'est l'anticipation et les gamberges. Non, non. Anticiper, ça veut dire qu'il faut se préparer. Parce que, imaginez un peu qu'un militaire, un soldat, ou un soldat du feu, un pompier, soit envoyé sur le feu ou à la guerre sans préparation, il n'y a aucune raison qu'il reste planté devant l'ennemi sans rien faire, quoi. Aucune raison. Ou alors il va réagir par des réactions instinctives de fuite, il aurait bien raison, ou de contre-attaque idiote. Bon, il ne va pas pouvoir avoir cet éveil, cette hyper-conscience qui lui permet de trouver ce qu'il doit faire au bon moment. D'accord? Y compris quelquefois éviter une arme ou éviter une balle. Bon. La balle, c'est plus difficile, mais s'il aperçoit le tireur. Voilà. Donc, on ne peut pas aller à poil au combat, c'est l'idée. D'accord? Je m'excuse de dire des mots comme ça, mais il faut être, si on veut être samouraï, il faut savoir se revêtir de l'armure légère, mais pas trop lourde quand même, mais du samouraï, c'est-à-dire être entraîné. OK? Alors, anticiper, c'est aussi quand on connaît la personne avec laquelle on a des relations difficiles, on peut se préparer avant une rencontre. On peut se préparer intérieurement, se centrer en soi. D'accord? Alors, parmi les actes d'anticipation, il y a bien sûr la réflexion, hein, en amont de toute la première partie. Ça, c'est une façon sérieuse d'anticiper, hein, comment je vais me comporter. Et chaque fois, vous verrez, ça vous fera faire des progrès. Mieux se connaître, identifier ses comportements répétitifs, tout ça, ça fait partie du boulot. Mais surtout, dans l'instant, il y a la respiration. Alors, bien se connaître, point faible, point fort, puisque si je connais mes points faibles, si je sais où la personne ou le diable va frapper, eh ben, je peux en particulier me renforcer sur ce point-là. Savoir respirer,
avoir conscience de soi au présent, ce que je pense, ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire ou de dire, je viens d'en parler. Il faut aussi apprendre des techniques de visualisation et des exercices de visualisation, en particulier dans la bulle de protection. C'est-à-dire on ne va pas visualiser sur le moment parce que c'est pas le moment de visualiser. Mais on peut s'entraîner à faire des visualisations où on se voit en train de rencontrer la personne qui nous pose problème. D'accord? Et en fait, dans l'anticipation, et là on va y revenir sur la visualisation, on peut apprendre à communiquer, c'est-à-dire des techniques de communication non violente pour négocier, pour pouvoir être capable de négocier. Voilà. Alors, dans le PDF que je compte donner aux personnes qui ont participé à cette conférence, si elles cliquent dessus et puis qu'elles vont s'inscrire sur mon site, je vous donne un exercice de visualisation que vous pourrez enregistrer et pour ne pas avoir à y penser au moment où vous ferez l'exercice, vous enregistrerez les étapes. Ensuite, vous devrez évidemment créer les conditions de calme à ce genre d'exercice. Et surtout, veillez à ne pas être dérangé pendant 10 bonnes minutes, voire un quart d'heure, si vous avez le temps. Alors, et vous préviendrez votre entourage que vous avez besoin de débrancher le téléphone et tout, que vous avez besoin d'un temps pour vous. Et cette visualisation, je conseille de la faire debout de préférence. Alors là, vous n'êtes peut-être pas debout, mais je vais quand même vous en donner les étapes. Et puis, ça nous permettra, si vous le voulez, en même temps, de faire l'exercice un petit peu, même si ce n'est pas dans les conditions maximales. C'est bon? Vous êtes prêts? Deux. Bon, alors, l'idée, je vais dire je, mais ce que vous allez faire, c'est répéter intérieurement après moi. Simplement, vous dites je pour ancrer. Moi, je vais dire je suis au centre de ma bulle de sécurité ou de ma sphère de sécurité, et intérieurement, vous répéterez je suis au centre. Geneviève dit cool. Charlotte Percy. Monique debout, assise dans la cuisine devant mon assiette avec mon fils. Oui, sauf si Sophie. Ok, Sauf... moi je suis prête pour la visualisation, me dit Charlotte. Nous dit Charlotte. Super. Bon, bah alors, je disais donc que je me propose de dire je suis, etc. Et vous répétez intérieurement, simplement, comme ça, pour l'avoir fait au moins une fois ensemble. Voilà, donc on y va. Que vous soyez assis ou debout, vous recentrez déjà sur votre respiration, hein, avant de commencer. Prenez une grande respiration, parce que là, vous êtes en train de m'écouter, et je vous en remercie. Mais ça crée quand même une tension d'écouter, puis ça crée des émotions. Quand on entend quelque chose, on pense, et quand on pense, on ressent. Hein, on l'a dit tout à l'heure. Donc, pour l'instant, vous allez simplement respirer une ou deux fois, une première fois dans la poitrine, pour peut-être défaire un peu les tensions du dos, des épaules, sentir bien vos pieds sur le sol. Voilà. Donc là, je m'imagine et je suis au centre de ma sphère de protection, de ma bulle de sécurité. Je vais imaginer, et j'imagine X ou une personne en face de moi dans un autre cercle. Ce cercle est entouré de petites bougies bleues qui font des lumières bleues. Donc je vois, je suis dans ma sphère de sécurité, je suis dans ma bulle et je vois l'autre en face dans son cercle. Quand je regarde X, j'accepte de ressentir l'émotion qui me traverse. Je respire profondément dans cette émotion. Je sens mon plexus solaire
Je respire dans le plexus solaire. Je sens mes pieds posés sur le sol. Je me sens scotché au sol. Je me sens enraciné dans le sol. Je détends les tensions dans les épaules, dans mon ventre. Je détends ma tête, les tensions dans mon visage. Je sens mon mental qui s'apaise. Si des pensées me traversent, j'accepte qu'elles me traversent. Je suis au centre de ma sphère, je regarde X dans sa sphère. Et je regarde qu'est-ce qu'il ou elle fait, son regard, son visage. Est-ce qu'il parle? J'écoute et j'observe la personne en face de moi. Je reste en même temps centré sur mon état interne, sur mon ressenti, mes sensations. Je respire dans mes sensations. J'accepte les pensées qui me traversent. Je respire encore plus profondément dans le ventre. Je détends les épaules. Je suis dans ma sphère de protection. Rien de dangereux ni de néfaste ne peut m'arriver. Je reste vigilant. Je respire dans mon ventre. Je me recentre dans mon axe sur mes pieds. Je vois la personne en face de moi. J'entends, j'écoute ce qu'elle me dit. J'écoute l'écho de ce que ça me fait à l'intérieur. J'accepte mon émotion et les pensées qui me traversent. Je respire jusqu'à ce que je sente le calme envahir tout mon corps. Je suis enraciné, debout face à l'autre. Je suis dans ma puissance. Je suis maintenant capable de décider de ce que je vais faire ou dire. Si je réponds ou pas. Je tente de dire quelque chose, je vois l'effet sur l'autre. Le cas échéant, je lâche prise. Je me recentre sur moi. Je respire. Intérieurement,
je prononce une affirmation. Je suis capable de faire face à X en pleine possession de mes moyens. J'ai décidé de... Et je m'y tiens parce que je mérite de me faire respecter. Je mérite d'être aimé pour ce que je suis. Vous respirez et vous allez, si vous avez réussi à accrocher, revenir au présent. Fatih? Fatih? Oui, 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 je suis avec toi. J'étais en train d'essayer de me Ah, reconnecter à la réalité. pardon d'avoir été un peu rapide, mais je me demandais si tout le monde n'était pas endormi. Oui, non, non, j'étais bien avec vous, présente. J'étais juste Merci. voilà, connectée En train- à cet exercice qui m'a fait du bien. Charlotte dit très dur. C'est vrai que c'est pas facile quand Charlotte te répond, dit en larmes. Merci pour ce partage. Hmm. Euh, c'est vrai que quand on n'est pas habitué à ce type Oui, d'exercice pour la première fois, c'est très compréhensif de se absolument. retrouver dans une situation comme celle-là, Charlotte. Donc, pas de panique, hein, c'est normal, c'est normal. Donc, Oui. à toi. Charlotte, je voudrais poser une question à Charlotte. Est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle suit, elle est accompagnée, est-ce qu'elle a un thérapeute ou une personne qui l'aide Alors ça, c'est une question à poser à Charlotte. directement? Oui. Bon, bah, c'est éventuellement si elle veut répondre. Alors, j'ai Parce quand que même sinon, des réactions positives, hein. Sophie qui dit merci, ça fait du bien. Karine, merci. Amina, merci, je me sens en force. waouh, génial. Geneviève, oui, Fatih est en transe. Oui, j'ai de nature à penser. Quand je fais ce type d'exercice, Mina, magnifique moment, mais très impressionnant, très apaisant de la part de Juliana. Merci. Merci pour vos partages et vos témoignages. Oui, super. Donc, Charlotte, si ça a été dur, Oui, j'ai un thérapeute, hein, apparemment. comment? Ah, super. Bon, oui, c'est parfait. Donc, je voulais juste vérifier surtout qu'elle ne soit pas seule, parce que les mots, comme je l'ai dit tout à l'heure, en général, sont forts, et une conférence, ça peut faire bouger plein de choses dans le cœur des gens, ou bon, ça peut remettre beaucoup de choses en question. L'idée fondamentale, pour moi, c'est que vous acceptiez le plus possible ce qui vous arrive, que ce soit bon ou mauvais, c'est pas la question. Tout ce qui nous arrive, ça doit arriver comme ça, c'est important. Donc l'important, c'est vraiment de s'accepter tel qu'on est au présent, Hmm, et, et y compris avec des choses pas finies, des choses pas réglées. On est tous en chemin, hein. absolument. Pour moi, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, je suis arrivée au bout, c'est pas vrai. Non, non. J'ai encore beaucoup de choses Alors, à nous faire partager, à nous partager. Et oui, pardon, Fatih, je t'ai coupé. voilà, donc non, non, tu as encore beaucoup de temps à profiter J'espère. à nos côtés, j'en suis sûre. Vu Alors, Fatih, l'énergie, je prends ça comme je prends ça non comme une bénédiction. voilà, vu l'énergie et l'enthousiasme que tu as partagé ce soir, il est fort probable que tu resteras encore très 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 longtemps avec nous.
Oh, bah, j'espère, quand je serai bien vieille, qu'on viendra auprès de mon fauteuil et tout, sous mon chêne. Mhm. Alors, ce que je voulais dire là, vous le voyez, il y a écrit la séquence. Donc là, je vous l'ai pas mis évidemment là-dessus, c'est toujours la même chose. Je vois, bah, je suis au centre de ma sphère de protection, ça c'est très important, mais je vois, je sens, je me centre sur moi, je prends conscience, je respire, je vois l'autre, j'écoute, je vois, j'écoute, je reformule éventuellement si je suis dans la communication, je respire, etc. Je décide, j'agis. C'est pas, c'est pas une séquence qui est toujours établi comme ça dans cet ordre. C'est simplement, l'idée, c'est de faire cet aller-retour, de s'entraîner à faire cet aller-retour entre je suis au centre de moi-même et je regarde et je suis pleinement conscient de ce qui se passe à l'extérieur. Mhm. Ok? Parce que justement, la transe dont parlait Geneviève tout à l'heure, c'est ce qu'il faut éviter. C'est pour ça que je dis faites cette visualisation debout, parce que c'est en pleine conscience pour le coup et en pleine possession de ses moyens. Il ne s'agit pas d'être tour à mollo quand on est face à quelqu'un qui est agressif, d'accord? Il ne s'agit pas d'être zen avec les petits oiseaux au-dessus de la tête, ok? Mhm. C'est une zénitude dans la puissance. C'est pour ça que j'appelle ça, moi, la voie du samouraï. Hein, et il faut le faire, cette visualisation, jusqu'à ce que vous vous sentiez au cœur de votre puissance, dans le ventre, parce que c'est pas ailleurs que ça se passe. C'est pas dans le mental, c'est dans le ventre. C'est comme les samouraïs, comme dans les arts martiaux. Ok. Bon, alors, C'est très évocateur ce que vous racontez, Charlotte. Merci pour ce partage. Alors, si je puis me permettre, oui, Charlotte nous partage justement son sentiment, ses émotions. Elle nous dépose ses émotions là, dans le chat. Et elle dit la chose suivante, ce qui est terriblement dur, c'est quand vous avez demandé de visualiser l'autre, ce qu'il fait ou dit. J'ai vu le papa dans son cercle avec ma fille, pardon. Moi, je me suis sentie solide jusqu'au moment où j'ai vu son plaisir à faire souffrir ma fille et au moment de prendre ma décision d'action. La seule qui m'est apparue est de faire demi-tour et de laisser ma fille avec lui. Alors, c'est ce qui est même très interpellant, Claude, parce que il s'agit quand même de son propre mental. Donc, ça voudrait dire quoi, ça? C'est d'avoir cette. bah, Alors que c'est quand même, on est dans un espace imaginaire, hein, on est d'accord. alors on est dans un espace imaginaire, c'est vrai, mais en même Pourtant, temps, les visualisations, tu m'entends là? oui. Les visualisations, le cerveau ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel, d'abord. Hein. Donc, ce que je vois euh, m'apporte des réponses aussi. Ça ne veut pas dire, évidemment, il faut savoir les traduire. Ça ne veut pas dire qu'il faut que Hmm. Charlotte s'en aille et laisse sa fille. Ça veut dire que Charlotte, sûrement, vous avez besoin de vous récupérer, de vous reprendre, de vous ressaisir, de vous reposer. Hmm. Parce que, vous savez, c'est comme un nœud. Hein, quand chacun tire de son côté, imaginez que l'enfant soit au milieu de ce nœud. Quand chacun tire de son côté, le nœud se resserre. Hmm. Donc, peut-être c'est une invitation à un lâcher-prise qui n'est pas un abandon, comme disait, je ne sais plus, Hmm. une personne tout à l'heure. C'est plutôt un lâcher-prise, un accepter de provisoirement de relâcher notre partie de la corde pour qu'on puisse se ressaisir, se retrouver et peut-être arrêter de faire souffrir l'enfant qui ne souffre pas que de la part de son père. Peut-être qu'il souffre elle souffre aussi de la souffrance de sa mère. Hmm. Et donc, elle peut très bien provisoirement décider de se récupérer et tout en maintenant le lien d'amour avec l'enfant, sa fille, et la voir simplement en lui envoyant tout son amour régulièrement. Hmm. Mais cet amour, c'est vraiment l'amour de la mère, Hmm. il ne peut pas être entaché de sa colère contre son père. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Absolument. Je rajouterais aussi la remarque de Geneviève, le propre mental au travers de ses propres filtres et peurs. Ça, c'est vrai que c'est important. Pardon, qu'est-ce que tu as dit là? Je, Le je fais la remarque que Geneviève a faite dans le chat.
où elle indique qu'effectivement, le propre mental, au travers de ses propres filtres et peurs. Oui, bien sûr. Le mental est aussi en train de, peut-être, de lui dire ce dont elle a peur. Et le mentalement, hein, c'est bien connu, c'est une mince, la même racine que mensonge. Donc, il peut nous faire voir des choses. Mais enfin, pour l'instant, moi, ce que j'entends et ce que je ressens, ça, c'est qu'une interprétation personnelle, c'est pas une vérité. C'est qu'elle a besoin de se récupérer et d'arrêter le combat, de lâcher prise un peu pour que ça se détende partout en elle et peut-être pour l'enfant. Bon, c'est une interprétation. Je continue. Absolument. Alors, communiquer, ça va être, il faut apprendre à communiquer. Donc, ça, c'est dans l'anticipation. Et communiquer seulement si vous pouvez. Et je dis, et après avoir clarifié votre intention et retrouver un peu de calme intérieur. Parce que, en fait, tout est dans l'intention aussi. Hein. Tout à l'heure, je disais, tout est dans l'idée qu'on s'en fait. Et tout est dans l'intention. Alors, si vous avez un peu retrouvé de calme intérieur ou si vous êtes capable de faire face à l'autre et de parler, faire attention. Oui, j'ai oublié que j'avais mis cette diapo. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous si vous n'êtes pas clair. Hein. Et parfois même, si vous êtes clair, l'autre peut chercher votre point faible. Donc, d'où l'intérêt de travailler sur ses points faibles. Et en l'occurrence, je pense à Charlotte, là. Son point faible, c'est sa fille, entre guillemets, même si l'enfant en elle-même est un point fort. Mais c'est sa peur. C'est sa peur vis-à-vis de sa fille, son point faible. Enfin, entre autres, je pense que ça fait partie, quoi. Donc, quelques conseils pour communiquer et prendre la parole face à une personne agressive. Alors, d'abord, les propos dangereux. Porter un jugement de valeur, ça, c'est pas conseillé. Dire t'es con, t'es nul, etc., ça sert. Ou alors, genre, c'est toujours pareil, ou ça recommence, il n'y a pas moyen de, qu'est-ce que tu veux que je te dise, qu'est-ce que tu veux entendre, etc., etc. Bon, tout ça, ça sert à rien. Je sais on le dit, mais ça sert à rien. Et puis, les comportements utiles. Alors, les comportements utiles, bah, ça va être d'adopter des techniques de communication non violentes. À un moment donné, j'avais écrit dites non violentes, mais parce que c'est toujours pareil, si l'intention n'est pas claire, on peut très bien utiliser des techniques non violentes. Et comme c'est l'émotion qui passe avant tout, eh ben, l'autre saisit l'émotion. Donc, une stratégie de communication non violente, entre autres. D'abord, c'est prendre l'info. Prendre l'info, c'est bon, bah, j'entends, je vois, je remarque, j'entends, j'écoute, voilà. Accepter, j'aurais dû même le dire au départ. Accepter, et là je dis accepter l'autre ou l'accepter les choses, la situation, c'est différent d'être d'accord avec l'autre. C'est très important. Accepter que ce que l'autre dit, vous savez, on dit que dans la communication, ce que chacun fait a un sens pour lui-même. C'est-à-dire, c'est écologique pour lui, c'est juste pour lui, etc. Alors vous allez me dire, oui, mais pour moi, ça ne l'est pas. Ben oui, mais pour lui, c'est juste. C'est comme ça parce que c'est comme ça qu'il voit les choses. Donc, même s'il est tordu, malheureusement, c'est comme ça. Donc, accepter, c'est différent d'être d'accord. Mais c'est déjà une manière de se mettre dans sa puissance parce que c'était déjà une manière de se séparer, entre guillemets, que les deux cercles ne soient plus concentriques, que les deux cercles se séparent, deviennent vraiment tangentiels. Je veux dire, moi dans ma sphère et l'autre dans la sienne. Je t'accepte là comme tu es, même si je ne suis pas d'accord avec toi. Ça veut dire un entraînement. Hein. Après, il y a éventuellement reformuler la demande ou le besoin. C'est ce que je dis, d'accord, je t'ai entendu, je comprends ce que tu ressens, ou je comprends ton besoin de, etc. C'est-à-dire se mettre dans ce qu'on appelle en deuxième position en PNL. J'imagine que je peux comprendre ce dont l'autre a besoin. Et si il n'en a pas conscience, le seul fait de dire ça, ça peut l'aider à prendre conscience de la... Voilà.
Si l'autre est dans une demande ou dans l'expression d'un besoin, bien sûr. Mais même derrière la colère, il y a souvent l'expression d'un besoin. La colère ou l'agression. Bon, exprimer mon émotion, ça, c'est fondamental. Il faut apprendre à faire ce que j'appelle les messages «je». Alors, je ne suis pas la seule à l'avoir appelé comme ça, hein, mais comme on est de la même génération, on ne sait plus qui a créé quoi. En tout cas, c'est Jacques Salomé qui a parlé des messages «je» pour ne plus être sur la planète Terre, T-A-I-R-E. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Magnifique. Bon. Donc, je rends hommage à Jacques Salomé aussi, qui est un ami de longue date. Donc, le message «je», c'est très simple, mais en même temps, il faut le faire. C'est les faits, l'expression du sentiment, enfin, dire les faits, 2, l'expression de son sentiment, révéler son sentiment, son émotion, 3, parler des causes, expliquer ou conséquences. Alors, exemple, quand tu me parles comme ça, ou quand tu me dis ça, ou quand je vois que tu fais ci ou ça, etc., je me sens en colère quand je vois que tu ramènes notre enfant en retard, etc. Je suis en colère parce que, j'ai l'impression que tu ne respectes pas le contrat, par exemple, hein, je dis ça comme ça, je donne des exemples. Je donne des explications, en tout cas. Hein. Donc, quand tu me parles comme ça, je ressens ça parce que... Alors, quelquefois, ça peut être aussi des explications sur mes besoins qui ne sont pas satisfaits. Quand tu me dis que tu n'es pas au rendez-vous, je suis en colère parce que je ne me sens pas respectée, ou j'ai attendu pour rien, ou pendant que j'attends, je m'énerve, et après, j'arrive plus à échanger normalement, etc. Vous voyez, c'est dire ce qu'on sent. Donc, quand tu parles comme ça, je ressens ça parce que... Ou alors, on peut aussi parler des conséquences. C'est-à-dire, quand je vois que ça commence comme ça, j'ai peur parce que je pense que ça ne sert à rien et que dans l'état où nous sommes, nous n'arriverons pas à nous entendre. Nous n'arriverons pas à... Ou alors, nous arriverons simplement au même résultat que d'habitude, c'est-à-dire à nous claquer la porte au nez. D'accord? Donc, parler des conséquences, ça peut être intéressant. Quand je vois comment ça se passe là, je suis triste parce que je pense que de toute façon, je me bats pour rien et ça ne sert à rien. J'ai l'impression que je me sens impuissante, etc. Parler de soi, de son émotion, les gens disent, la plupart du temps, pensent que c'est une faiblesse. En réalité, c'est une force. Et il n'y a pas de plus grande puissance que de parler de son émotion. Parce que les gens pourront toujours douter de ce que vous pensez ou de votre avis sur la question ou de vos jugements de valeur. Ils ne pourront pas douter de ce que vous ressentez. Si quelqu'un se permet de me dire « mais non, tu n'as pas peur » ou « mais non, tu n'es pas triste », on peut me dire, on peut me condamner mes jugements, mais on ne peut pas me dire que je n'ai pas peur ou que je ne suis pas triste, parce qu'il n'y a que moi qui sais ce que je ressens. Et là, si on me dit ça, ça me fait contacter en moi une force et peut-être même l'énergie d'une colère juste, celle du samouraï, ou pas la colère, mais en tout cas un centre de force où je vais dire, il n'y a que moi qui sais ce que je ressens. Il n'y a que moi qui sais ce que je ressens au fond de moi. Je peux me tromper dans ce que je pense, mais dans ce que je sens, je ne me trompe pas. Je voudrais quand même préciser une chose, c'est que ces techniques ne peuvent fonctionner, et il y en a d'autres, hein, bien sûr, que d'ailleurs, toutes ces techniques vont faire l'objet d'une formation que je vais mettre au point dès la rentrée, une formation en quelques modules pour s'entraîner à être dans notre puissance, à être dans notre force. Je tiens à préciser quand même que ces techniques ne peuvent fonctionner que si la personne n'est pas un agresseur de type voyou, voleur ou terroriste. Je dis ça parce que nous n'avons pas qu'à faire à des situations domestiques, on a aussi affaire à des situations de un voyou dans la rue, des jeunes qui nous agressent, etc., etc. Dans ces cas extrêmes, sauf si moi je me suis trouvée face à des agressions multiples
dans la rue. Et que la première fois, j'ai réagi avec violence et que j'ai failli me retrouver à l'hôpital. Je sais que la deuxième fois, j'avais fait une thérapie entre-temps et que là, j'ai juste dit à la personne, je vous prie de m'excuser si je vous ai fait peur. C'était quelqu'un qui râlait parce que j'avais reculé sur les clous et qu'il avait cru que j'allais l'écraser. Et c'était exactement la même situation que 5 ans auparavant. La première fois, je m'étais battue avec le bonhomme. Je lui avais arraché tout ce que ses lunettes et tout. J'étais un peu violente quand j'étais jeune, donc je sais de quoi je parle. Et après, de nouveau, je me fais agresser, je me fais traiter de tous les noms. Et là, je suis sortie de la voiture tranquillement et j'ai dit à la personne, monsieur, je vous prie de m'excuser si je vous ai fait peur. Et là, il ne pouvait plus rien me dire. Il a essayé encore un petit peu de m'engueuler. Je lui ai dit, oui, je sais, j'ai reculé, j'aurais pas dû. Je me suis soumise volontairement à ses arguments et j'ai dit, mais je pense que je vous ai fait peur et je suis désolée. Et au bout d'un moment, il m'a dit, bon, ça va, continuez. Oh, voilà, il m'a laissé partir. Et à plusieurs reprises, j'ai fait l'expérience de ça, de une personne agressive et de m'excuser par avance. C'est une stratégie qui est intéressante face à des gens qu'on ne connaît pas dans la rue. Mais par exemple, les voleurs, les terroristes ou les voyous, les bandits, les gens qui viennent faire des attaques à main armée, quand on a une arme devant soi, ben, on ne résiste pas. On oppose le moins de résistance possible, en tout cas. Il ne faut pas oublier à ce moment-là que c'est notre vie qui est en jeu et il faut se souvenir qu'on ne résiste pas à un ouragan, je vous le répète. On se protège, c'est tout. Et si on ne peut pas se protéger physiquement, on peut se protéger mentalement, moralement. Moi, je me souviens aussi avoir vécu une agression tout simplement de type sexuel, viol, face à quelqu'un qui ne m'a pas menacé, parce qu'il est passé à l'acte directement. Et j'ai juste pensé, si je résiste, je vais avoir mal, il peut me tuer, il peut devenir violent, et je risque ma vie. Donc, dans l'instant, j'ai pensé, j'aurais bien le temps de m'en remettre par la suite. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça, parce que je ne faisais pas encore du choc post-traumatique, mais bon. En tout cas, il est toujours temps, en effet, de gérer un choc par la suite, mais il y a des moments où il vaut mieux ne rien faire. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, je voudrais vous raconter, j'ai pas tout, presque fini. J'espère que les gens sont encore là. Oui, Fatih? Oui, ils sont toujours là. Bon, c'est super gentil, merci. Voilà. Quand je vous disais aussi que tout est dans l'idée qu'on s'en fait, je voulais aussi vous raconter une toute petite histoire d'une de mes clientes qui me l'a dit il n'y a pas très longtemps, alors que le stage a eu lieu il y a déjà 2 ou 3 ans. Elle m'avait raconté, elle était chauffeur de bus, conducteur de bus, et conductrice de bus, et elle me dit, moi, j'en ai marre de tous ces gars, ces hommes qui me traitent de grosse salope. C'est vrai que je la comprends, hein, c'est pas agréable. Et là, je lui ai raconté à ce moment-là qu'il existait dans l'Himalaya, chez les Tibétains, une fleur très rare qu'on appelle la grosse salope. Alors en un seul mot, hein, mais sans eux, grosse salope en un seul mot, et qu'il fallait beaucoup grimper et crapahuter pour l'accueillir. Alors j'ai rajouté que cette fleur était offerte aux jeunes filles en témoignage d'amour et de respect. Alors régulièrement par la suite, je lui envoyais pendant très longtemps un bouquet de grosses salopes pour ancrer l'histoire, un petit mot comme ça par email. Et quelques mois donc quelques années après le stage, elle m'a écrit là pour me raconter qu'un homme s'était permis de lui dire ça et qu'elle l'avait regardé en souriant et elle lui avait dit merci, c'est très gentil. Vous imaginez la tête du bonhomme et la tête de son agresseur à ce moment-là. Voilà. En fait, elle ne pouvait plus interpréter grosse salope comme une injure faite à une femme. J'avais remplacé l'image par l'interprétation qu'elle en faisait par un bouquet de fleurs. Alors, il y a des techniques aussi comme ça et qui sont bien utiles que je pratique en stage pour faire face à l'agression, où chacun va se faire son petit scénario pour arriver à trouver une bonne réponse ou une façon différente de voir les choses. Conclusion, les conséquences positives pour soi. Je voudrais terminer par ces avantages d'avoir choisi ce que j'appelle la voie du samouraï.
savoir la maîtrise du jeu, J-E, quand on ne peut pas être maître du jeu, J-E-U, on ne peut pas tout contrôler, on a au moins la maîtrise du jeu. Et si vous avez su faire face à une personne dangereuse, si vous êtes sorti de l'altercation, vous allez ressentir de la force et une immense satisfaction. D'abord parce que vous êtes toujours vivant, et en plus parce que vous pouvez être fier de vous. Alors, évidemment, l'intérêt, c'est qu'on remonte dans son estime à chaque fois. Comme on disait hier, et c'était intéressant ce que disait Geneviève, chaque fois qu'on a fait un tout petit pas, en fait, c'est un grand pas, non pas pour l'humanité, mais pour soi-même, en réalité, parce qu'on a vécu une expérience ressource qui va être utile pour le futur. C'est-à-dire que chaque fois, chaque petite bataille gagnée nous fait grandir. Vous sentirez un plus de puissance personnelle à chaque fois et de plus en plus de force intérieure. C'est cette force qui vous sera nécessaire et qui vous est nécessaire pour peut-être choisir de dire non ou quelquefois décider d'en finir définitivement avec cette situation ou ce genre de situation. Voilà. Vous serez sorti en plus du cycle infernal persécuteur-victime qui passe par domination, peur, soumission, culpabilité, enfin, tout ce cycle infernal. Et puis surtout, prendre conscience de notre responsabilité, la capacité de donner une réponse adaptée, c'est faire un pas de plus vers la liberté. Et là, ça rejoint le thème de ton colloque, Chati. Chaque fois que nous triomphons de nos réactions instinctives, nous faisons un pas de plus vers l'estime de nous-mêmes. N'oubliez pas ça. Chaque fois que nous reprenons confiance, nous acquérons l'évidence et la certitude que nous méritons d'être aimés et que nous méritons de nous faire respecter. Chaque fois que nous avons réussi à nous maîtriser grâce à notre pouvoir de réflexion et de choix, nous avons gagné un plus d'humanité. Ça, c'est important. La capacité de choix nous rend plus humains. Puisqu'en posant ces actes, en fait, nous avons dépassé le stade des réactions animales ou celles de nos ancêtres Cro-Magnons. En ce qui me concerne, et pour ma part, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me dire que si je change, je fais changer le monde. Et qu'à mon niveau de petit colibri, j'aime bien le pouvoir du colibri, si je change et je grandis, tout peut encore changer. Ça, c'est très important. Parce que notre humanité, à l'heure actuelle, elle est à peine plus grande qu'un adolescent. Enfin, elle oscille entre la toute-puissance de l'enfant qui veut tout, dépendant de tout, et la contre-dépendance de l'adolescent. Elle va de conflit en conflit, de conquête en conquête. Et si nous voulons un jour peut-être que ça change, que les peuples changent, c'est à chacun de nous d'entreprendre le voyage. Parce qu'une fois que le seuil critique de la masse critique sera atteinte, je ne sais pas si vous connaissez la loi du centième sage, mais c'est ça, quand la masse critique sera atteinte, eh ben, les choses changeront. Voilà. Donc, devenir un adulte responsable et capable de choix, c'est sûrement un de nos plus grands challenges actuels, qui va bien au-delà de notre propre histoire personnelle. Si nous voulons avoir des chances de nous libérer du passé, du nôtre, de celle de l'humanité, et de construire un monde différent. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Eh bien, écoute, quoi? Merci. Eh bien, écoute, c'est des expressions de chez nous, ça. Hein, dans le Nord, on dit quand c'est grandiose. Quand c'est grandiose et que... On dit eh bien. Eh bien. Pour finir, j'ai un petit cadeau pour vous qui est relié à une histoire toute personnelle. Je vous offre cette lueur d'espoir. Vous voyez cette photo? Vous la voyez là? Ah oui, absolument. Bon, eh ben, c'est la première photo que j'ai prise en sortant de l'hôpital l'été dernier, où j'ai cru pendant 3 mois que j'allais mourir. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai pris cette photo en allant au restaurant, voilà. Et j'ai vu le ciel s'entrouvrir. Et donc ça, c'est une lueur d'espoir que je vous offre. Merci infiniment, Claude. Alors, le site, c'est d-stress-psy.com. Oui. Je pense que... mais bon, je vais remettre tout ça dans le chat. Et puis, je voulais juste, avant de vous quitter, vous parler de Madame Clochette, mon alter ego clown qui va jouer les psys sur Canal Psycho TV très prochainement, rentrée 2015. Madame Clochette va tenir une chronique régulière sur cette chaîne
et répondra à toutes les questions que les internautes voudront bien lui poser. Elle dit sans aucune modestie qu'elle est diplômée en réponse aux questions. Elle n'a peur de rien, ou presque, et je vous recommande d'aller la retrouver sur le portail de la chaîne Canal Psycho TV. Vous l'avez compris, Madame Clochette, c'est mon propre clown, qui a parfois beaucoup plus de répartie que moi-même, et saura, je l'espère, vous amuser et vous instruire, tout en vous faisant découvrir une autre manière de voir la réalité. Alors, je reste psy et victimologue de mon côté, mais je sens que Madame Clochette va prendre de plus en plus de place dans ma vie, et j'espère bien dans la vôtre. Ah bon, alors il faut que j'ai l'air sérieux. Ah bon, tu peux même faire ton clown si tu veux, hein. Nous, on est OK avec ça, hein. J'ai oublié mon nez, j'ai oublié mon nez. Ah, Bon, vraiment, je tiens à vous remercier. Vous m'avez donné envie de vous donner. Là. C'est pas facile hein, de parler comme ça seul devant son ordinateur. J'espère que ma foi vous a atteint. je pense. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis disponible, moi, là. Est-ce que vous avez des questions? Une marche de plus vers la libération, ça fait du bien de lire ça. J'ai une photo comme ça sur mon blog, mais sous l'eau, je ne sais pas. Ah oui. Merci Juliana. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Merci Juliana. Merci Léa. Merci beaucoup, pas d'accord sur tout, mais très intéressant. On peut en reparler, mais elle peut poser des questions hein, pour tout l'espoir que vous apportez. Merci. Monique, Juliana, Mina, Jean-Pierre, Geneviève, merci. Sophie, merci. Merci pour l'espoir. Karine, est-ce que c'est la Karine que je connais là, David, merci. Monique. Geneviève, les commentaires de Geneviève et B, elle est aussi du même pays que Fatih. Merci beaucoup. Claude Charlotte. Ah ben, je suis contente. Merci à tous. Merci à vous. Ça doit être ça. Je vous remercie en tout cas tous et toutes. Voilà, je vous remercie également pour votre participation. Au revoir Fatih, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.